Bonsoir à tous, ce soir la vidéo va parler des OSPO, les Open Source Program Office. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser concernant le niveau de qualité très médiocre de la précédente vidéo sur les navigateurs internet au niveau du son. Et à ce titre, je me suis rééquipé et normalement ça devrait plus se produire. Jingle! Alors un OSPO, qu'est-ce que c'est? On va le regarder en détail et pour commencer à regarder un petit peu l'objet même d'un OSPO, on va essayer de le faire selon les définitions et les approches en premier de l'Open Forum Europe, le think tank Open Forum Europe, qui le définit de la manière suivante. Un OSPO, c'est une structure organisationnelle et ou institutionnelle qui soutient et accélère l'utilisation, la création et l'implémentation de logiciels open source. L'OSPO, c'est le centre de gravité et de compétences en matière d'open source d'une institution. Il œuvre de façon stratégique pour atteindre les objectifs politiques de l'institution dès qu'ils ont un lien avec l'open source. On va le regarder maintenant avec la définition et les principes qu'en donne l'OSPO Alliance. Et l'OSPO Alliance, j'ai mis le lien en bas, a défini le cadre de ce que doit être un OSPO et le plan d'action associé dans un document qui s'appelle Good Governance Initiative, qui est extrêmement intéressant. Donc je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à aller le télécharger, il existe dans plusieurs langues. Il est sous licence Creative Commons. Et qu'est-ce que nous propose l'OSPO Alliance? En gros, elle repart du principe de la pyramide d'Abraham Maslow, et elle essaye d'avoir une approche similaire vis-à-vis de ce que doit faire, de ce que doit mettre en place de façon progressive un OSPO. Si on repart de la pyramide de Maslow, l'homme doit répondre en premier lieu à ses besoins physiologiques. Et une fois que ses besoins sont contentés, il a la nécessité de contenter les besoins de sécurité, hein, là où il habite, la sécurité de là où il vit, et ensuite c'est les besoins d'appartenance, à quelle communauté j'appartiens, à quel groupe je m'identifie. Et puis après, les choses deviennent plus individuelles. C'est le besoin d'estime, qui suis-je et qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et enfin, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, le besoin d'accomplissement. Ben, on peut retrouver un peu la même chose dans les principes que nous propose DJI, avec le fait que d'abord, l'open source, c'est un usage qui doit se mettre en œuvre de façon progressive dans l'entreprise, hein, un usage technique des produits et des solutions open source. Et puis, bah, c'est la phase d'éveil, hein, à l'open source en termes d'expérience et de savoir-faire. Une fois que cet usage se démocratise, il va y avoir de plus en plus de confiance sur l'usage des solutions open source. Et puis, on va utiliser l'open source de façon de plus en plus sûre et de plus en plus responsable. Et va commencer dans l'entreprise la mise en place d'une structure qui a pour objectif de porter cette assurance, et la responsabilité d'usage vis-à-vis des solutions. Et donc, il va y avoir la mise en place d'une politique de gestion de la conformité et des dépendances des logiciels qu'on utilise. Cette confiance va développer une culture dans l'entreprise autour de l'open source. Et puis, bah, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui vont se mettre en place, d'autant plus s'il y a une structure pour accompagner à la mise en place de ces bonnes pratiques, et puis à augmenter et favoriser le partage de l'expérience. On parle bien de l'OSPO. L'engagement. Une fois qu'on sait, on l'utilise, on a confiance en ce qu'on utilise, on a une culture de l'entreprise qui s'est mise en place pour démontrer la valeur et l'intérêt d'utiliser de l'open source, on en arrive à l'engagement. Et cette fois-ci, on s'engage dans l'écosystème open source, on contribue, on affiche son implication, on participe à des salons, des événements, on s'implique dans le maillage de l'open source. Et on finit par fabriquer du coup une stratégie pour se dire cette implication, cet engagement me permet de proposer de la valeur supplémentaire, un terrain d'innovation supplémentaire et augmente ma compétitivité. En gros, c'est ce que nous propose l'OSPO Alliance.
Moi, je vais vous le reproposer de façon un peu différente en considérant qu'on est dans une entreprise où il y a déjà un OSPO de déployer et essayer de regarder qu'est-ce qui a été mis en place et pourquoi ça a été mis en place. Donc cet OSPO, ça incarne la cellule de démocratisation de l'open source dans l'organisation. Et l'objectif, c'est de répondre aux enjeux stratégiques, tirer le maximum de bénéfices de l'open source, répondre aux enjeux communautaires, fabriquer une communauté de référents, et après la partie culturelle, hein, l'utilisation pour développer la culture d'entreprise de cette communauté de référents, et enfin le sujet de la compliance, de bien, de correctement utiliser l'open source sans prendre de risques, en respectant ses règles et l'ensemble de tout ce qui définit la bonne façon d'utiliser du produit open source, de la matière open source. Donc on va les redétailler un par un. Si on commence par influer sur la stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'intégrer dans des choix technologiques bien particuliers en consommant de l'open source au travers de 3 sous-processus. Le premier, c'est le processus d'exploration, le processus de veille, hein, donc construire de la veille sur les solutions en permanence, regarder sur le marché qu'est-ce qui est proposé en open source, et donc ça nécessite de la charge humaine. On va s'en rendre compte, hein, le processus d'exploration et le processus projet vont nécessiter que l'OSPO puisse bénéficier de ressources dédiées pour pouvoir porter la nécessité de la veille et la nécessité de la recherche et de la proposition d'alternatives qu'on verra dans le processus suivant. Donc veiller sur les besoins identifiés et surveiller l'ensemble de son parc de façon exhaustive pour regarder quel est le niveau de vie des solutions et des produits qui sont déployés, que ce soit des produits open source ou communautaires, et être en mesure d'identifier là où on va pouvoir proposer du logiciel open source. Pardon. Le processus projet, forcément, ça veut dire qu'il faut s'intégrer dans toutes les initiatives de projet qui visent à créer des nouvelles applications, des nouveaux produits, des nouveaux logiciels, des nouvelles plateformes de services, et ou des projets de refonte, de renouvellement, de modernisation, et donc de chercher et de proposer des alternatives. C'est là où je dis qu'il est encore nécessaire d'avoir de la ressource dédiée. L'objectif de cette équipe, ça va être de fabriquer, là où le projet ne se sent pas en mesure de le faire, un POC solution ou des éléments de POC solution, et puis de préparer le passage en run de la solution et le run de la solution. Le dernier sous-processus, c'est le processus financier. C'est très important d'en permanence être capable de regarder de façon pragmatique les enjeux de coût à la fois des solutions propriétaires et des solutions open source. Et donc ça veut dire accompagner les software asset managers, les emmener à systématiquement être dans cette démarche de challenge vers les solutions open source. Souvent, ce n'est pas les plus difficiles à convaincre parce que les logiciels propriétaires sont devenus excessivement complexes à gérer d'un point de vue asset management à cause des problématiques de licences contaminantes, la volonté en permanence d'augmenter les coûts et de réduire les discounts qui sont proposés dans les contrats cadres. Et du coup, bah, les SAM ne vont pas être difficiles à convaincre. Par contre, effectivement, ce qui va être plus important, ça va être de bien matérialiser et de mettre en œuvre du support. Il y a encore énormément de gens dans les entreprises qui considèrent que le logiciel open source n'a pas de support. Alors je vous encourage aussi à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le MakeWiz et sur le défaut de perception du support qu'on a dans les entreprises. Mais donc effectivement, il faut travailler, créer ces réseaux, cette structure d'accompagnement, support pour l'ensemble des solutions open source. Et là, regardez cette vidéo, on voit que effectivement, on peut aller avec des supports à plusieurs niveaux, un niveau généraliste pour l'ensemble de son parc de produits open source, et puis cibler des solutions, des supports spécifiques pour certains produits. Et là, on aura le bénéfice du choix, ce qu'on n'a pas dans le logiciel propriétaire. Construire une communauté. Donc ça veut dire, de façon concrète, créer un réseau de référents dans l'organisation. Donc pour fabriquer ce réseau de référents, il va falloir chercher les éléments promoteurs et les sachants de l'organisation. Donc promoteurs au sens dans toutes les dimensions, hein, de la dimension éthique jusqu'à la dimension business, hein, donc depuis les libristes jusqu'aux open source un petit peu plus proches des modèles core editor, pour justement être capable de contenter tout le monde. À la fois ceux qui sont
fondamentalement convaincus de l'open source, mais ceux qui sont dans une démarche de challenge de l'open source et qui vont pousser à démontrer. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ces promoteurs, on construit ce réseau de cette communauté de référents et on essaye de les orienter vers la mission qui leur convient le mieux. Depuis des gens qui vont porter de la communication, on a parlé des software asset managers, on verra qu'on aura besoin de juristes aussi, on a besoin forcément de gens dans les métiers techniques, dans les métiers du développement, hein, ceux qui vont consommer le logiciel de façon concrète. Donc il y a énormément de sujets sur lesquels on va pouvoir positionner des gens, donc il faut essayer de balayer le plus large possible. Animer la communauté de référents, ça veut dire que dans un OSPO, il y a un OSPO. Dans un open source programme Office, il y a un open source programme officer. Et ou un adjoint ou une personne qui l'accompagne, ou un groupe qui incarne cet office. Et donc, une de leurs grosses missions, c'est de garder dynamique et vivant l'action de l'OSPO et de s'appuyer le plus possible sur leur communauté de référents pour y arriver et faire en sorte que ces référents aient des objectifs et que l'OSPO se fixe des objectifs et les atteigne. Et pour faire ça, il va falloir des moyens de communication, il va falloir des canaux de communication directs, des supports de communication avec des sites internet, des Mattermost et ainsi de suite, pour que en permanence, il y ait du signal qui circule concernant l'action de l'OSPO. Gérer la compliance. Donc effectivement, ça repose sur des processus et des redevabilités. Et du coup, je l'avais décrit dans un document, hein, donc je ne vais pas refaire très en détail le sujet de la compliance. Je vous encourage à aller voir la vidéo concernant la compliance et les licences open source. Mais on va essayer de regarder un peu les processus. Donc il y a un processus d'évaluation, hein, de l'ensemble des licences et des obligations associées, hein. Ça peut être fait par les juristes, ça peut être fait par d'autres acteurs de la cellule OSPO. Il y a une surveillance du parc, de tout ce qui est déployé, qui va être déployé, qui veut être déployé, et regarder à chaque fois les obligations qu'on aura vis-à-vis de ce qu'on a ou ce qu'on veut mettre en place. Donc ça passe par une identification de l'ensemble de tout le parc logiciel déployé, et donc la mise en place d'outils, de logiciels, pour arriver à cet objectif. Forcément, ça passe aussi par la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques internes, de processus qui permettent de s'assurer qu'à tous les étages des projets, qu'à tous les niveaux des phases projets, on a en permanence la garantie que les enjeux de compliance sont pris en compte. Si maintenant on le regarde d'un point de vue redevabilité, donc effectivement, hein, gestion des licences, avoir une vision précise de l'ensemble de tout ce qui est déployé et des licences qui sont utilisées, mis en œuvre dans les logiciels utilisés, pardon. Une vision objective des enjeux de conformité légale, hein, et des conséquences de la non-conformité. Et donc là, c'est là où on a besoin justement de juristes au sein de l'OSPO. Les enjeux de sécurité, ça veut donc dire qu'avoir un acteur, un responsable de la sécurité du système d'information, un responsable de la sécurité produit, un responsable des traitements, ça peut être bien, hein, dans un OSPO, un ou plusieurs d'ailleurs. Les enjeux de compatibilité, toujours s'assurer que les logiciels ont des conditions d'usage compatibles en fonction des licences qu'on a mis en œuvre, et puis des gens de la communication. On a besoin de gens qui sont là pour s'assurer de bien démontrer qu'on respecte nos responsabilités, mais surtout nous aider à tirer le bénéfice en image qu'on peut avoir à utiliser du logiciel open source dans son entreprise. Construire une culture de l'open source, ça s'exprime de deux manières différentes. Deux enjeux différents, à la fois travailler sur la valeur en interne et travailler sur la valeur à l'extérieur. Travailler sur la valeur en interne, ça veut dire expliquer et former. Donc ça, c'est une action concrète de l'OSPO, hein, être en permanence dans la pédagogie, hein. Et puis travailler aussi avec les SAM pour démontrer la valeur, hein, démontrer les savings qu'on fait, être capable de proposer à la direction une vision claire et nette de ce que ça permet de dégager en termes de saving que d'utiliser de l'open source. Ça veut dire aussi appliquer l'inner source,
dans le volet communautaire et culture, il y a effectivement tout ce sujet concernant la capacité à appliquer les principes de l'open source dans son entreprise, à la fois pour les avantages de l'inner source en lui-même. J'ai fait une vidéo sur l'inner source, c'est pareil, je vous encourage à aller la voir, mais aussi parce que ça va être un tremplin, un facilitant pour pouvoir à terme proposer et contribuer sur des projets open source parce que la pratique sera connue. Et puis, du coup, une fois effectivement que cette pratique est connue, c'est aller au bout du bout, c'est-à-dire créer une culture du contributif interne comme externe. Du coup, on en arrive à travailler sur la valeur externe, c'est donc intégrer des communautés, des associations, des fondations. Faut pas le faire seul, hein. Faut le faire avec d'autres entreprises, faut essayer de rejoindre des associations qui permettent justement d'adresser la complexité qu'il peut y avoir à utiliser de l'open source par l'expérience collective. Et c'est pas difficile, hein. Les entreprises ont tout intérêt à partager. L'open source est un périmètre de partage. La transparence offre le partage. Donc c'est plus facile de mener des actions groupées et potentiellement d'influer sur certains projets, mais en les aidant, en les accompagnant, pardon, euh, avec la puissance d'un groupe d'entreprises et non pas tout seul. Cibler et entretenir son réseau de sociétés partenaires. Travailler avec des entreprises du numérique libre, ce qu'on appelait les 2S2L, qu'on appelle les ENL maintenant, pour les enjeux de support, pour les enjeux d'apport en industrie par autrui. Il y a énormément de raisons de créer ce réseau de sociétés partenaires, mais aussi sur les bénéfices en images. Mettre en place des sponsoring, des mécénats, c'est-à-dire vraiment contribuer à la fois par de l'industrie, mais par de la valeur, par de l'argent. Et ça, on le fait parce que et on s'intègre dans des fondations parce que ça va sécuriser, ça va nous permettre de sécuriser les choix qu'on a faits. Investir et défendre la fondation qui permet l'incubation de la solution qu'on utilise, c'est à la fois une action en bénéfice en image, mais c'est aussi une consolidation du choix technologique qu'on a fait. Et enfin, publier et gérer la publication open source, bah là on est dans la démarche contributive open source pure et dure. Donc si on regarde bien hein, ces deux efforts de travail qu'on expose, je l'avais fait hein, dans la description de ces principes dans la vidéo sur le Make With, c'est donc la volonté de démocratiser ce principe du faire avec, de plus faire make, du make or buy, hein, soit faire moi-même, soit acheter, c'est faire avec. Et voilà, hein, avec un réseau de partenaires, avec d'autres acteurs contributeurs, et puis nous-mêmes contribuer. Alors, les risques à gérer quand on met en place un OSPO, et puis on va essayer de regarder un peu comment les adresser aussi, ces risques. Le premier et le plus important, c'est le risque de la non-conformité. Je l'avais bien illustré, je le fais de façon un peu plus rapide. Donc les risques juridiques, légaux, les risques de sécurité opérationnelle, les risques réputationnels et financiers, tout ça, effectivement, bah, la réponse, c'est la compliance. C'est la mise en œuvre de la compliance. Les risques humains. Alors là, il y a plusieurs types de risques humains. Il y a le risque humain en interne, c'est-à-dire, on l'a vu, c'est une communauté qu'on a à construire qui a plusieurs facettes. Entre les libristes et les gens qui sont finalement à la frontière entre le logiciel propriétaire et le logiciel open source, qui sont assez prompts à s'orienter vers des solutions core éditeur, bah, il y a un risque de conflit, et ce risque de conflit peut entraîner un risque de désengagement. Donc en permanence, il faut savoir conjuguer. Mais quelque part, c'est ça l'open source, hein, c'est cette vision communautaire, c'est la volonté d'exploiter au maximum l'intelligence collective, donc il faut savoir communiquer. Et les gens qui sont à la tête d'un OSPO, ça doit être des gens qui sont dans une démarche et une volonté de construction du consensus. Le risque humain, pour moi, le plus important, c'est plutôt un risque extérieur, hein, c'est l'ensemble des détracteurs, c'est des gens qui refusent presque sans conscience, sans compréhension, le logiciel open source, souvent à cause de croyances invalidantes, et puis qui sont dans une démarche de refus du changement parce qu'ils sont souvent dans une position de confort dans leur entreprise et qu'ils ont pris l'habitude de contracter et tout le temps s'appuyer sur leur éditeur en croyant qu'il va être en permanence systématiquement de les aider.
D'une part, bah, moi je sais que c'est faux puisque on arrive à avoir le même résultat, voire mieux, avec du support open source. Mais malgré tout, cette croyance, elle a la vie dure dans les entreprises. Comment on adresse ce risque? Donc, on construit un réseau de référents dynamique avec des gens qui ont la volonté d'être dans le consensus et la volonté de faire avancer les choses. On essaye de dédier du temps à l'open source. Adhérer, c'est comprendre et faire, c'est comprendre. Et puis finalement, accepter la contribution, c'est un terrain d'innovation, c'est un terrain de traitement et de gestion de la compétence dans les équipes. Donc, de mon point de vue, c'est tout bénéfice de laisser contribuer ses salariés à l'open source. Et puis, le but, c'est l'action de la structure core de l'OSPO, hein, c'est expliquer la valeur, expliquer, expliquer, expliquer. Les risques sur la compétence. Je reviens hein, sur ce sujet de la compétence. C'est à la fois la compétence sur les processus de gouvernance, sur les spécificités de l'open source, sur lutter contre les croyances hein, et l'inconnaissance globale que peut y avoir sur le sujet de l'open source. Et donc c'est de la compétence et du savoir-faire sur l'usage de l'open source. Vous n'êtes pas seul. Vous ne devez pas rester seul sur ce sujet. C'est là tout l'intérêt de se rapprocher des communautés, des fondations, de construire un réseau de partenaires et d'utiliser l'écosystème des ENL. Maintenant, on a eu une approche d'un OSPO déjà mis en place. On va essayer de regarder comment on doit cheminer pour mettre en place cet OSPO. Je n'ai pas la prétention de reproduire tout ce que GGI propose. On va essayer d'avoir une vision plus synthétique. Je découpe ça en deux parties. Des moyens et une démarche itérative. Des moyens, c'est la formation, former les salariés, y compris les gens qui intègrent l'OSPO, hein, pour être le plus efficace possible, et sensibiliser en permanence, continuer les processus de formation continue au sein de l'OSPO, et plus globalement. C'est documenter, mettre en place des guides, des sites internet qui décrivent l'action du programme, la nécessité du programme, qui décrivent la politique et le pourquoi de la politique et qui matérialisent les procédures dans la démarche projet. On a vu qu'effectivement, il fallait probablement être dans une phase incitative, voire contraignante d'un point de vue des projets, pour systématiser le challenge de la solution propriétaire par une solution open source. C'est forcément débloquer des moyens pour l'accompagnement, le support, la capacité à poker et donc la nécessité d'avoir de la ressource humaine disponible pour aller sur les sujets d'assistance technique, sur le sujet de l'assistance juridique, mais on va largement au-delà de ça. Hein. Et j'insiste sur le fait que c'est une démarche itérative. Donc le processus, c'est on évalue, on planifie, on migre et on mesure. Donc évaluation, c'est l'analyse des logiciels propriétaires open source, essayer de regarder le périmètre d'opportunité. Planifier, c'est regarder là où il y a le maximum d'opportunités et définir des priorités et positionner des jalons. Enfin, c'est exécuter, hein, migrer. Donc c'est une implémentation progressive. On regarde sur notre matrissage des priorités là où c'est le plus pertinent et on regarde, on fait du test and learn. Et puis après, effectivement, bah, on fait du dashboarding pour pouvoir se démontrer. On, on met en place des tableaux de bord qui montrent bah, les savings, les gains, les bénéfices, et qui aussi montrent les problèmes, les risques. Hein. On doit avoir une approche pragmatique, hein, pour le coup, sur l'ensemble du sujet de la mise en place des solutions open source. Je vais conclure, et pour conclure, je vous propose, moi, ma lecture et ce que je considère être le négatif quand on ne veut pas mettre en place un OSPO et quand on ne veut pas exploiter l'open source au maximum dans son entreprise. Donc ne pas exploiter l'open source et l'inner source, bah forcément ça limite la capacité d'innovation et ça augmente les coûts de support, les coûts de licensing des solutions. Ça laisse l'entreprise à la traîne et fragile face aux géants et ça nous oblige à utiliser ces géants qui eux tirent
fondamentalement partie des modèles et des solutions open source et qui ont compris le principe même de ces modèles open source pour accélérer leur développement, réduire leurs coûts, typiquement sur le MCO, le MCS, ils réduisent leurs dépenses parce qu'ils n'ont pas besoin de contractualiser un produit, ils le fabriquent eux-mêmes et ils le mettent en open source pour pouvoir bénéficier de l'effort et de l'apport contributif communautaire pour maintenir leur propre solution. Regardez un Kubernetes par exemple. Euh, et du coup, ils saisissent en permanence des nouvelles opportunités parce que ce produit va leur permettre de faire de la capture de marché. Et ils vont avoir de l'opportunité sur un marché qui va être quasiment mondial parce que les énormes projets open source sont des projets mondiaux. Toutes ces opportunités qui sont prises par les autres, c'est des opportunités que vous auriez pu saisir, que vous n'allez pas saisir parce que vous laissez l'entreprise qui vous fournit le logiciel prendre cette opportunité à votre place. Donc voilà, c'était un petit peu le centrique sur les OSPO que j'avais pas encore fait. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Et puis bah du coup, bah, je vous remercie et je vous attends pour la prochaine vidéo.